Bonjour. Une petite vidéo tournée je dirais à la volée pour répondre à une question posée par Samael22 sur le forum RP Circus. Alors, on est dans le cas de la spectrométrie gamma. La question posée est la suivante. Le problème est le suivant. On mesure un échantillon qui est rempli à 80% de son volume nominal, volume que l'on ne connaît pas, et qui pèse 75 grammes. Et on utilise une courbe de rendement à bac qui est donnée pour un remplissage de 75% et une masse de 80 grammes. Donc on sait qu'on n'utilise pas le bon rendement et la question c'est donc quel est l'écart, quelle est l'erreur commise sur le rendement et donc l'erreur potentielle commise sur l'estimation de l'activité. Alors pour répondre précisément à cette question, il manque ici des éléments, notamment le volume total de l'échantillon, sa nature chimique, sa masse volumique, etc. D'accord. Donc j'ai pris quelques hypothèses, j'ai pris un petit exemple. Alors première hypothèse, j'ai pris pour l'échantillon mesuré, j'ai pris une masse volumique de 1. Et lorsqu'on passe au matériau utilisé pour la courbe de référence, où on a plus de masse dans un volume plus réduit, ça nous amène à une densité de 1,13. D'accord. Et donc, je vais utiliser pour le premier matériau un gel donné à une densité de 1, et puis ensuite on passera à un gel de densité plus élevée. Là encore, je vous ai dit, il faudrait connaître le volume initial. J'ai pris pour simplifier, j'ai pris un volume de départ de 100 cm3, ce qui pour un rayon source de 24 mm donne une hauteur initiale de 55 mm. On va lancer le calcul dans ce cas-là. Donc les 100 cm3, ça représente le volume nominal de notre échantillon. Donc je vais partir de ce cas-là et on calcule le rendement d'absorption totale qui est, on le voit, en fonction de l'énergie. On va obtenir une forme classique de courbe de rendement. Voilà, elle est là. Alors cette courbe, je vais la mettre en référence, ici. Je vais effacer la première. Et on va maintenant calculer la courbe de rendement lorsqu'on va passer de 100% de remplissage à 80%. Donc, simplement en jouant sur le volume, on va passer à 80 cm3 et on va voir que ici, hein, la hauteur de notre source diminue. Hein. On va aller à 80 cm3. Voilà. Alors, avant de lancer le calcul, la question est la suivante. On a diminué le volume de la source. Et dans quel sens va évoluer le rendement? Est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va baisser? D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est immédiat comme réponse pour vous. On va lancer le calcul. Et ce que je constate, eh bien, c'est que le rendement, alors que la source est plus petite, le rendement est plus élevé. Alors ça pourrait paraître contre-intuitif a priori en se disant j'ai une source de volume plus petit, et ben, tout ça, ma mesure sera moins efficace, etc., etc. Non, non. Ce qu'il faut voir, alors on le comprend bien si on raisonne en sens inverse, si vous partez de cette source et que vous augmentez à nouveau le volume, hein, si vous repartez en sens inverse, ça veut dire que vous rajoutez ici des tranches qui sont donc plus loin et écrantées par la matière qui est déjà présente. Ça veut dire que ce que vous rajoutez ici sera moins bien vu par le détecteur. Donc ça va faire baisser le rendement moyen. D'accord. Donc lorsqu'on baisse le volume d'une source, le rendement augmente. Et là, vous voyez, en ordre de grandeur, c'est la variation relative du volume. Hein. Voilà, ça tourne autour de 20%, et on voit que c'est fonction de l'énergie. Hein, c'est plus efficace à faible énergie qu'à forte énergie. D'accord. Donc, on va mettre maintenant cette courbe en référence. Voilà, je vais la mettre en référence. J'efface la première. Et on va voir ce qui se passe lorsqu'on continue. On va aller jusqu'au bout, on va passer à 75%. Hein, donc on passe de 80%, qui est le cas ici, à 75% de remplissage. Quel est l'impact de ce premier paramètre? Hein? L'idée, c'est de jouer les deux paramètres, masse volumique et hauteur de remplissage, différemment. Voilà. Donc on voit que le rendement ici augmente encore, hein, mais comme la variation relative est plus faible, voilà, c'est de l'ordre de... On tourne autour de 4%, 4-5%. D'accord. Bien. Donc maintenant, je vais... donc notez bien, euh, la, la diminution du volume de remplissage augmente le rendement. D'accord.
Je vais à nouveau mettre cette courbe de rendement en référence. Voilà, j'efface celle-là. Et on va partir de cet état-là. Maintenant, on va tout simplement calculer la courbe de référence utilisée pour le calcul. Et donc, je vais prendre. Alors, je n'ai pas de gel à 1.13, hein, j'ai un gel à 1.1, voilà, dans ma petite bibliothèque. Donc, voilà, c'est pas. Et là, alors là, à nouveau, la question c'est la masse volumique augmente, comment va évoluer le rendement à volume constant. Alors là, la réponse est plus immédiate, hein. Eh ben, ça va jouer sur le rendement de source, et donc les rendements vont chuter. On lance le calcul, et on voit qu'effectivement, les rendements vont chuter. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais mettre cette courbe-là, je vais recommencer un petit peu. Ce calcul-là, ça correspond à la courbe de référence utilisée, hein. Donc, je la mets en référence, j'efface ici, et je vais repartir en sens inverse avec un remplissage à 80%, hein. Donc là, je vais jouer les deux paramètres en même temps. Remplissage à 80% et une masse volumique plus faible. D'accord? Voilà. Et donc, vous aurez bien noté qu'on a deux effets qui se contrarient, hein. Ici, il y a un effet qui augmentait le rendement et l'autre qui le baissait. Donc là, au bout du bout, comment ça joue? Eh bien, on voit que le rendement est plus petit, le rendement réel, hein, de la mesure échantillon est plus petit que, plus petit que le rendement qui sera utilisé. D'accord? De 2%. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va utiliser ce rendement ici qui est plus grand que le rendement réel. Donc lorsqu'on va diviser la surface nette pour un pic donné, on va utiliser un rendement plus grand que ce qu'il devrait être. Ça veut dire que on va trouver une activité qui sera sous-estimée, d'accord, hein, parce qu'on aura pris un rendement plus élevé qu'il n'est en réalité. Voilà. Alors l'effet, on va pour terminer, juste pour montrer que la question est plus complexe que ça, hein, je vais imprimer ce résultat. Alors j'adore cette fonction là qui permet voilà, de faire des images, hein. Je vais mettre ce premier résultat ici et je vais refaire un calcul en me plaçant un petit peu plus loin. On va monter la source. Voilà, on va se mettre à 4 cm, d'accord? Donc là, on avait des écarts qui tournaient autour de 2,7%, 3%. Voilà, je vais me mettre je vais aller trop loin, je vais me mettre à 4 cm. Je vais y arriver, oui, voilà. Et je vais relancer le calcul. Donc je vais faire mon calcul de référence, donc je me mets à 75%. Voilà, et avec une densité de 1.13, bon, 1.10 ici. Je refais mon calcul. Donc bien sûr, bah, les rendements vont chuter, hein, par rapport au cas précédent, hein, qui est là. Donc ça, c'est ma courbe de référence. Voilà, je la mets en référence, j'efface ici. Et maintenant, je passe au cas nominal, c'est-à-dire remplissage à 80% et un gel à une densité de 1. D'accord? Et là, quels seront les écarts? Est-ce qu'ils seront plus élevés, moins élevés? On constate que l'effet, l'écart est plus petit, hein, vous voyez, il est inférieur à 2%, alors que là, on était proche de 3%. Donc on voit que l'effet dépend aussi de la distance, etc. Voilà. Donc voilà pour cette petite réponse qui, j'espère, vous aura intéressé. Au revoir.